Voilà, cette vidéo que vous voyez sur cet écran est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il s'agit justement de l'entretien accordé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à une chaîne française, Sud Radio. Là-dessus, Denis Sassou Nguesso parle des réels intérêts de la colonisation. On parle aussi de démocratie et des rapports de force entre États. Et l'Afrique dans tout cela. Alain Akwala Atipo, ancien ministre et fin politique, est notre invité. Avec lui, nous allons tenter de faire le tour de cet entretien, ici et maintenant, dans votre émission Instant Politique, sur votre chaîne First Media TV. A tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue chez vous sur le plateau de First Media TV, dans votre émission Instant Politique, comme annoncé en titre. Nous recevons pour vous Alain Akwala Atipo, ancien ministre, fin politique congolais. Avec lui, nous allons donc essayer de décrypter, sinon de faire le tour de l'entretien accordé récemment par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à une chaîne française, Sud Radio. Et il a été question de parler ensemble de l'évolution du monde, des forces entre États et surtout de ce que l'Afrique représente dans tout ce système mondial. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. D'entrée de jeu, quel effet cet entretien a suscité en vous en tant que politique? Bon, d'abord, je tiens à vous féliciter parce que vous avez eu la pertinence de sentir que cette interview était un document pour l'histoire. Ah oui. Et d'où notre retrouvaille de ce jour. Je dirais que je réagis d'abord en tant que citoyen avant d'être politique parce que à travers cette interview, on sent que le président Denis Sassou Nguesso s'est livré. Je pense que comme jamais il l'a fait. Et la preuve, c'est que nous sommes ici sans avoir parcouru l'ouvrage, dont le titre est assez évocateur, Mes souvenirs pour l'avenir. Mes souvenirs pour l'avenir. Cette interview sur Sud Radio montre, si vous voulez, le fil rouge que constitue son existence, sa vie. Un homme qui a vu la colonisation, qui a vécu la colonisation, qui a vu sa mère vivre et tenter de survivre à l'époque coloniale. Lui-même, comment est-ce qu'il est allé à l'école. Mais là, nous allons y revenir au cours de notre entretien. Effectivement, parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes. Donc, en fait, c'est période coloniale, la période des indépendances, les deux blocs, donc Est-Ouest, les luttes de libération. Ensuite, l'actualité aujourd'hui. Et l'actualité. Donc, voilà. C'est un fil rouge assez intéressant qui, d'ailleurs, je crois, a construit la citoyenneté de ceux de ma génération. Alors, comment est-ce que vous appréhendez cette vision de Denis Sassou Nguesso, cette vision du monde qu'il a? Mais la vision du monde qu'il a, c'est une vision qui s'appuie sur justement ce que je viens de décrire. C'est un homme qui a vécu la colonisation, l'espoir de l'indépendance. L'indépendance est arrivée, on rentre dans les luttes de libération du continent africain, notamment l'Afrique australe plus particulièrement, où le Congo d'ailleurs a joué un rôle très important. La fin, si vous voulez, de la colonisation au niveau du continent, ce qui était l'objectif premier lorsque l'OUA a été créé. Ensuite, la disparition du bloc de l'Est, notamment le pacte de Varsovie, la persistance ou le maintien du pacte, de l'OTAN, et ce qui se passe aujourd'hui. Donc je crois que c'est un entretien qui peut servir, si vous voulez, de substrat pour les générations actuelles et de boussole, en tout cas. En tout cas, on a sondé, parce que nous avons suivi ces entretiens avec grand intérêt, et on sent qu'il y a une portée historique, mais aussi une projection sur ce que devrait être l'Afrique d'après les années 90, donc dans ce troisième millénaire. Alors, abordons l'épineux problème justement de la France-Afrique. Le président a également épinglé ce que devrait être aujourd'hui cette relation France-Afrique. Et il interpelle d'ailleurs la France lorsqu'il dit que les nouvelles générations ne veulent plus de ce système, mais qu'il est temps de réfléchir très sérieusement pour savoir comment est-ce que cette coopération devait être saine, d'État à État, sans dominant.
bien sûr. Alors, êtes-vous de cet avis? Bon, d'abord, en ce qui concerne la relation avec la France, il faut savoir que la France a eu des colonies. Mais le Congo-Brazzaville occupe une place assez particulière. Et donc, on peut comprendre pourquoi le point de vue du président est important. La France est occupée sur la Seconde Guerre mondiale. Brazzaville est la capitale de la France libre. La France libre. Vous comprenez? Et De Gaulle se faisait appeler même à l'international l'homme de Brazzaville. Et lui-même, De Gaulle, qualifiait Brazzaville du refuge de l'honneur de la France. C'est même là où il fait sa fameuse déclaration. Bien sûr. De ralliement. Oui. Exact. En dehors, bien entendu, de Londres, qui lui avait donné justement le micro de la BBC, mais la voix de la France libre s'exprimait depuis Brazzaville et Radio Brazzaville. Autre élément, il faut savoir également que pour que les États-Unis reconnaissent la France de De Gaulle au détriment de la France de Vichy, les États-Unis ont dû ouvrir un consulat à Brazzaville pour reconnaître donc la France de De Gaulle. Donc nous occupons une place assez particulière. Maintenant, on sait que la colonisation n'a pas été une œuvre de charité. Certains qualifient même la colonisation de crime contre l'humanité, etc. Mais là n'est pas la question. Mais ce qui est important, c'est que des relations avec la France depuis nos indépendances arrivent à un moment assez particulier où il est lui-même acteur. C'est la conférence de La Baule. Mais la conférence de La Baule s'effectue sous l'influence, si vous voulez, de la chute du mur de Berlin. Et la chute du mur de Berlin, je peux vous dire que François Mitterrand, qui était président de la France à l'époque, n'y croyait pas. Ne croyait pas à la réunification de l'Allemagne. Dans l'inconscient collectif français, la réunification d'Allemagne, ce serait encore la résurgence de la toute-puissance Allemagne, avec 80 millions d'habitants, une puissance démographique. Et peut-être aussi le risque de sombrer dans le nazisme. Il y avait le traumatisme, justement, de l'Allemagne hitlérienne. Donc, de manière inconsciente, eh bien, la France, notamment au niveau des dirigeants, n'y croyait pas. Malheureusement ou heureusement, ceci est arrivé. Et à ce moment-là, s'enclenche un processus qui est un processus international. International au sens occidental, dans le sens où François Mitterrand, qui subissait certains assauts de la presse anglo-saxonne, où il y avait une espèce de néologisme qui était apparu à cette époque-là, j'étais en France, on disait que oui, Mikhail Gorbatchev a fait la glasnost et la perestroïka en Europe de l'Est, mais il fallait que Paris fasse la paristroïka en Afrique. La cible géopolitique et géostratégique, en réalité, c'était le fameux précaré français. D'où la conférence de La Baule. Et donc ça, c'est un moment clé où là, la relation avec la France change. Nous allons maintenant vers la fameuse démocratie, avec quand même une espèce d'esprit de bâton et la carotte donc, prononcée par François Mitterrand. Nous rentrons dans les conférences nationales et ensuite les élections démocratiques, etc. Monsieur Alain Kwala Atipole, justement, merci pour cette page d'histoire. Oui, parce que c'est un moment très clé. Très clé, oui. Mais justement, on voudrait savoir, est-ce que c'est dans un avenir proche où il y a tout un travail à faire, au-delà de ce beau discours de Denis Sassou Nguesso? Cette réflexion est importante. Il y a un travail à faire de part et d'autre. La fin de la France-Afrique. De part et d'autre. Mais surtout du côté de la France. Pour que nous arrivions à établir des relations à hauteur d'homme. Je fais un petit recul en arrière. Les Africains, d'une manière générale, ne prennent pas le temps de dire stop, analysons notre histoire. Nous subissons, si vous voulez, des influences venues de l'extérieur. De l'Occident, on va dire. Oui. De l'Occident. Oui. C'est normal parce que l'Occident est le centre du monde et nous sommes la périphérie de la planète. Arrêtons-nous pour voir un instant. On a fait les conférences nationales, les élections, on a connu des guerres civiles, ainsi de suite. Quelle est l'évolution? Ce n'est pas mauvais de faire la démocratie. Ce n'est pas mauvais. Mais à un moment donné, il faut quand même faire le bilan de ce que nous avons connu jusque-là, une espèce de bilan à mi-parcours. Bien. Qu'est-ce que ça a apporté en termes de progrès économique et social?
qu'est-ce que cela a apporté en termes d'amélioration de la qualité de vie? Oui ou non? Et pourquoi? Après les conférences nationales, arrivent les printemps. Les printemps arabes, qui, sur le continent africain, sont partis de la Tunisie. Mais regardez aujourd'hui, qu'est devenue la Tunisie? Que devient la Tunisie? Il y a une espèce d'instabilité institutionnelle chronique et une espèce de régression des acquis sociaux. Dire cela ne veut pas dire qu'on est contre la démocratie. Jusque-là, je pense que la Libye aussi était un cas d'exemple. Alors, la Libye, c'est un autre cas, un peu comme l'Irak, la Syrie, etc. Sur l'instabilité, en tout cas. Et bien, sur l'instabilité, la Libye, justement, on peut se souvenir qu'à un moment donné, l'Union africaine avait décidé de trouver une solution au problème libyen pour que le président Kadhafi, paix à son âme, puisse quitter le pouvoir de manière pacifique. Un groupe de chefs d'État avait été mis en place. Parmi lesquels le président Denis Sassou Nguesso. Et ça, c'est de l'histoire. Qu'on aime le président Sassou, qu'on ne l'aime pas, nous devons être capables de faire preuve d'une espèce de transcendance intellectuelle et historique. C'est l'histoire, on ne triche pas avec l'histoire. Voilà, on ne triche pas avec ça. Et donc, au dernier moment, quand le président décide d'aller à Tripoli et ensuite d'aller à Benghazi, certains chefs d'État, que je ne citerai pas ici, qui ont été désignés ou qui s'étaient portés volontaires de faire partie de ce pool de chefs d'État pour aller s'adresser au colonel Kadhafi, certains ont désisté. Okay. Le président Sassou s'est retrouvé à Benghazi. Et de Benghazi, il est parti de là-bas presque sous une attaque. Sous une menace populaire. Une attaque des rebelles. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque Amadou Toumani Touré avait également prévenu que l'attaque de la Libye créerait des problèmes, créerait une espèce de no man's land livré au terrorisme, le président Kadhafi aussi avait repris ses mots. On ne l'avait pas écouté. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation extrêmement chaotique et qui va prendre des décennies. Le sentiment anti-français, il a bien expliqué que ce n'est pas un sentiment contre le peuple de France, mais c'est plutôt un sentiment de réaction par rapport à certaines options, certains choix, certaines décisions politiques, géopolitiques et géostratégiques qui ont été prises par le leadership de la France. Et c'est en cela que il y a une sorte de j'allais dire, de mécontentement, parce que si l'on voit bien tout ce qui se passe aujourd'hui dans la bande sahélienne, ensuite dans le nord du Cameroun, dans l'est de la RDC, il y a une espèce d'international islamiste, au sens péjoratif du terme, qui est en train de s'emparer du continent africain. Et on ne sait pas comment se sortir de cela. Parce que l'Afrique, il faut le dire, est dépourvue des capacités de défense. Justement, nous parlons là des crises. Il y en a une majeure qui semble un peu situer l'Afrique par rapport au reste du monde. C'est justement la guerre de l'Ukraine. Vous avez parlé tantôt du pacte de Varsovie, qui semble être ressuscité. Mais aussi, en parlant de démocratie, hier encore, aux USA, il y a eu les partisans de Donald Trump qui ont pris d'assaut le Capitole. Il y a quelques jours, brésiliens, où les partisans justement du président déchu, donc le sortant, ont également pris la présidence. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Quelle lecture faites-vous de ces deux cas presque similaires? Alors, pour revenir un peu sur le pacte de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, qui s'est maintenu après la disparition du pacte de Varsovie, certains spécialistes avaient estimé que, évidemment, l'OTAN avait vaincu. La guerre froide avait été vaincue, gagnée par l'OTAN avec les États-Unis en tête. Les États-Unis et ses alliés. Et l'Union soviétique à l'époque n'avait pas pu suivre justement cette espèce de guerre continue au niveau du surarmement. Et bon, aujourd'hui, avec le recul, certains historiens disent... En tout cas, sur le plan militaire, politiquement, la guerre a continué, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que sur le plan analytique, certains spécialistes disaient que ce qui a mis le coup de grâce, en fait, à l'Union soviétique, c'était cette idée de Ronald Reagan, président Reagan, de créer une espèce de bouclier qui, depuis l'espace, allait pouvoir
protéger les États-Unis et les missiles nucléaires n'allaient pas pouvoir atteindre les États-Unis. Et donc à partir de là, l'économie soviétique ne pouvait plus supporter financièrement, disons, le surarmement du complexe militaro-industriel russe. Donc chute du mur de Berlin. Mais à partir de là, le pacte de Varsovie demeure. Bien. Ce fut un moment assez particulier qui ensuite s'est enchaîné avec la première guerre d'Irak, ensuite la seconde guerre d'Irak. Et lors de la première guerre d'Irak, le Japon et l'Allemagne estimaient que la fin du pacte de Varsovie, le maintien de l'Alliance Atlantique, allait quand même conduire à une espèce de réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire que l'Allemagne et le Japon, qui ont financé la première guerre du Golfe, estimaient qu'on sortait de Yalta. Yalta, où on avait décidé des vainqueurs, notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, enfin, l'Union soviétique, qui devait avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies avec un droit de veto, la Chine par rapport justement à sa population, la France par rapport à la détention de l'arme nucléaire, mais aussi par rapport au travail de De Gaulle, mais surtout par rapport au fait que la France avait derrière elle toute l'Afrique francophone, qui représentait un poids. Donc la puissance, j'allais dire, de la France à l'époque, reposait sur un triptyque qui était les nations d'Afrique francophone qui votaient par rapport à ces orientations donc, à l'Assemblée générale des Nations Unies, la possession de l'arme nucléaire et le siège permanent au Conseil de sécurité. Mais cette réforme, attendue par les Allemands et les Japonais, parce qu'ils sont les vaincus de la Seconde Guerre mondiale. Donc en sortant de la Seconde Guerre mondiale, on arrivait dans une nouvelle configuration, c'est-à-dire de paradigme. Donc les Allemands et les Japonais s'attendaient à avoir un siège. Ils l'ont jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qui est dit dans cette interview, évidemment on n'a pas encore lu le livre, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, peut-être on en parlera une autre fois, c'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation de la guerre en Ukraine, il a raison, j'allais dire, de dire que l'Afrique lance un appel à une espèce de médiation, à une espèce d'arrêt des hostilités, parce qu'on ne sait pas où est-ce que cela nous conduit, on ne sait pas comment cela conduira le monde. Mais pour moi, je pense que le monde est aujourd'hui déjà dans une troisième guerre mondiale et qui est hybride. Et les historiens qu'on se rappelle de ce monde, je suis sûr, qualifieront cette guerre de troisième guerre mondiale. Mais qui en sera le vainqueur? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais surtout que celle-ci se déroule par personne interposée, sinon par puissance interposée. Puissance interposée. Sinon, les clivages sont vraiment réels. Ouais. Alors, nous parlions de la démocratie. Exact. J'ai même évoqué l'assaut sur le Capitole ainsi que l'assaut sur le président. Alors, justement, vous analysez cette situation? Vous savez, c'est Winston Churchill, je crois qu'il avait dit que la démocratie n'est pas un système parfait, mais c'est le moins mauvais de tous. Donc déjà, Winston Churchill considérait que ce n'était pas un système parfait. Mais, à mon humble avis, j'estime que tant qu'il y avait les 30 glorieuses, c'est-à-dire que cette période où, au sorti de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall des États-Unis sur l'Europe, et que à cette époque-là, les majors pétrolières occidentales avaient la mainmise sur le pétrole du monde. La période de la grande industrialisation. Exact. Okay. Et donc, pendant 30 ans, il y a eu cette croissance à 2 chiffres de manière ininterrompue. Et donc, les besoins sociaux des populations, les aspirations sociales des populations étaient, comment dirais-je, rencontraient satisfaction. Le chômage était à 0%. Comprenez? Et donc, au fur et à mesure qu'on a commencé à évoluer, que l'histoire du monde a commencé à évoluer, et que la géographie de la croissance, de la création de la richesse mondiale a changé parce que la révolution industrielle est partie de l'Europe, de la Grande-Bretagne, etc. Et que les 7 dragons, notamment les pays du sud-est asiatique, ont commencé plus ou moins à sortir leurs griffes, et qu'ensuite la Chine est arrivée, a réussi
a changé, si vous voulez, de manière significative les équilibres donc de la richesse mondiale, de la création de la richesse mondiale, et que la Chine devient un pôle important de cette création de la richesse mondiale. Mais par rapport à quoi? Par rapport au fait que le capitalisme familial classique qui avait fait la force industrielle de l'Europe a été supplanté par le capitalisme financier. Et donc, ce sont les fonds de pension, les actionnaires qui veulent simplement, à la fin de chaque exercice, voir leurs actions, leurs dividendes augmenter. À partir de là, on a été chercher quoi? On a été chercher là où les coûts de production sont les plus bas, la Chine. Là où il y a une immensité démographique, la Chine. D'où la rencontre avec Deng Xiaoping, on en reparlera. Et donc, le fait qu'au fur et à mesure que cette croissance de la richesse mondiale, cette création de la richesse mondiale, se retrouve au niveau de l'Asie, et qu'au fur et à mesure, la démocratie en Europe, en Occident, a du mal à offrir des perspectives d'avenir aux jeunes, et c'est là qu'elle est en crise. Et c'est là que je me permets de citer le président Joe Biden, qui, lorsqu'il a vécu les assauts du Capitole, a dit que la démocratie était fragile. Elle est fragile, la démocratie. Alors, si la démocratie est fragile, dans la première puissance économique du monde, la première démocratie du monde, qu'en est-il pour nos pays? Et lorsque la première démocratie du monde ne possède que deux partis, les républicains et les démocrates, et que nous, dans nos pays, où on a du mal d'abord les familles ont du mal à boucler leur fin de journée, même pas leur fin du mois, nous avons 300 partis politiques, et qui ne reposent même pas sur une idéologie réelle, sur une vision réelle. Ce sont des partis à caractère, j'allais dire, ethnique, des partis qui peuvent se réunir dans une cabine téléphonique, et on dit j'ai un parti. Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Donc, c'est vrai qu'au regard de ce qui s'est passé au Capitole, et là, au Brésil, le Brésil a une autre sociologie, une autre histoire, parce que celui qui a perdu les élections, l'ancien président, est un militaire. Et le Brésil, tout comme l'Argentine, a une histoire de dictature militaire. Et donc, il y a ce soubassement. Donc, ce qui s'est passé donc au Brésil, c'est quand même extraordinaire de voir des centaines et des centaines de milliers de populations aller se retrouver face au camp militaire pour demander à l'armée de prendre le pouvoir. Donc ça veut dire que même dans ces grandes puissances, la démocratie est une quête permanente. Mais la démocratie ne peut progresser que si il y a des perspectives d'avenir positives qu'on offre aux populations. Dans le cas contraire, c'est un peu difficile. D'où, aujourd'hui, il y a une espèce de remise en cause des valeurs démocratiques ou du système démocratique occidental comme étant une valeur occidentale qu'on ne peut pas suivre absolument ou impérativement. Pourquoi? Parce que certains pays ont fait le choix de la prospérité au détriment de la liberté. Être libre sans avoir à manger, sans manger à sa faim, ça n'a pas de sens. Ne pas être libre et avoir de quoi manger, se soigner, se scolariser, c'est peut-être plus important. Mais ce n'est pas mon point de vue. C'est en tout cas dire que la démocratie ne tient qu'à un fil, puisque la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et quand le peuple n'est pas satisfait dans ses attentes, il peut justement y avoir ce genre de réaction. Justement, nous parlons tantôt de la Chine, qui est aujourd'hui une très grande puissance économique. Alors, le président, dans cet entretien, avec Berkoff, dans tous les États, affirme qu'il ne devrait pas y avoir un seul modèle de développement. Et la Chine en est un exemple. À propos de la Chine, il fait cette réflexion en partant sur une rencontre qu'il avait eue avec Deng Xiaoping lorsqu'il était à la tête de l'OUA. Et où là, Deng Xiaoping avait près de 75 ans, mais avait déjà fait une prévision de ce que la Chine sera en 2025. Et on voit ce que la Chine est devenue. Mais ce monsieur était déjà quasiment à la dernière partie. Encore dans ses prévisions, il parlait de 6e place. Exact. Et je vais vous dire une chose. J'entends cette anecdote racontée par le président lorsque nous l'accompagnons à l'UTT pour la relance de la cimenterie de l'UTT
qui avait été brûlée et détruite par ce qu'on appelait les cocois à cette époque-là. Et je l'ai entendu raconter cette anecdote à l'entreprise chinoise qui était venue pour réhabiliter, relancer cette cimenterie, disant qu'il est témoin de l'évolution de la Chine. Et nous sommes quoi en 2003, 2004. Et en 2010, je me retrouve invité à Singapour au premier forum Singapour-Afrique, parce qu'effectivement, Singapour met en place ce forum parce qu'il considère que, sous l'impulsion de la Chine, eh bien, l'Asie va pouvoir décoller et le partenaire logique, naturel de l'Asie sera l'Afrique. Donc, Singapour veut être une espèce de tête de pont pour pouvoir faire rencontrer à la fois les investisseurs du monde asiatique et ceux de l'Afrique. Donc, il y a eu ce premier forum. Premier forum, je vais à Singapour et je suis le premier à intervenir au Fullerton Hotel et je présente à cette époque-là la vision du président par rapport à la diversification de l'économie de notre pays, en 10 minutes. À la fin de mon intervention, évidemment, il y a des hommes... Là, vous êtes déjà ministre... Oui, j'étais aux zones économiques spéciales. Et donc, à la fin de mon intervention, évidemment, les hommes d'affaires viennent me voir et il y a une dame du protocole qui me dit « Le ministre de l'Industrie, donc de Singapour, voudrait parler avec vous. » Et donc, je vais rencontrer le ministre de l'Industrie de Singapour au Fullerton Hotel. Et dans notre échange, je m'appuie justement sur cette vision, la diversification de l'économie de notre pays, du président par rapport à sa rencontre avec Deng Xiaoping, et ça a dû lui servir de source d'inspiration. Et là, à ma grande surprise, le ministre de l'Industrie de Singapour me dit la chose suivante. Il dit, mais votre président est dans le futur, il est dans l'avenir. Il faut savoir que le succès de la politique de réforme enclenchée par Deng Xiaoping s'est faite entre Deng Xiaoping et Lee Kuan Yew. C'est-à-dire, Lee Kuan Yew, Singapour, a emmené à la Chine les investissements, les industries, et évidemment les moyens financiers. Et quand j'ai raconté à ce ministre cet échange avec Deng Xiaoping, Lee Kuan Yew, qui est encore en vie, a été informé. Quand il a été informé, c'est là que l'idée de la visite d'État du président a été décidée. Parce que Lee Kuan Yew, qui atteignait, je crois, 90 ans, etc., s'est dit, ce n'est pas possible. Il y a donc un Africain, président, qui a rencontré Deng Xiaoping, qui a entendu cette prophétie. Parce qu'à l'époque, c'était impensable. Il dit, je veux le rencontrer, je veux dîner avec lui. Et c'est comme ça que le président Sassou s'est retrouvé en visite d'État à Singapour. Le dernier à avoir bénéficié d'une visite d'État à Singapour, à l'époque, venu d'Afrique francophone, c'était le président Abdou Diouf. Donc vous voyez, nous sommes en 2011. Et Abdou Diouf a quitté le pouvoir quasiment une quinzaine d'années auparavant. Donc c'est vous dire que le regard, la considération que ce pays avait pour la vision du président. Donc vous voyez bien qu'il y a des faits qui sont produits X années auparavant, mais qui quelque part ont des impacts dans notre réalité. Un sursaut, on dirait peut-être d'orgueil, de la part du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui affirme le panafricanisme n'est pas mort. Oui. Et il évoque là-dessus, je vous en prie, il évoque la création d'une zone de libre-échange continentale décidée et réalisée par les Africains eux-mêmes en toute indépendance. C'est fondamental parce que le panafricanisme n'est pas mort dans le sens où la bataille pour l'indépendance du continent n'est pas finie. On s'est battu pour l'indépendance politique du continent. Il n'y a plus de pays colonisés sur le continent africain. Oui. Mais il faut faire évoluer ce panafricanisme vers la bataille de l'économie. Dans son contexte actuel. Et voilà pourquoi il fait allusion au marché de libre-échange. Mais c'est parce que l'OUA, qui est devenue l'Union africaine, a constaté qu'on a vaincu, entre guillemets, le colonialisme. Maintenant, il faut aller vers l'indépendance économique. D'où la création du NEPAD, ce nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Et l'un des instruments du NEPAD, c'est justement ce marché de libre-échange. Et en tant que membre, représentant ou envoyé spécial de la Fondation Thabo Mbeki
en zone CEMAC, je peux vous dire que le président Mbeki, notamment Max Bokwana, qui est le patron, le président de la fondation, s'ils m'ont nommé, si j'ose dire, humblement, mais c'est parce que ma génération est le fruit justement de cette période où le panafricanisme était notre corpus idéologique et politique. Et ce panafricanisme n'est pas mort, je peux vous dire qu'il est présent en Afrique du Sud. Et le président Mbeki, qui a aujourd'hui 85 ans, c'est conscient du rôle que le président Sassou a joué en tant que panafricaniste. Et je vais finir par une anecdote. Max Bokwana, qui est le président de la fondation Thabo Mbeki, m'explique que lorsqu'il y a eu les événements du 16 juin 1976 à Soweto, où là, voilà, la révolte s'est faite, bon, certains ont pris le maquis, comme l'ambassadeur sud-africain actuellement, et lui était parmi les manifestants, se retrouve en prison. Fils de pauvre, il s'est dit, on est en prison, eh bien, c'est fini, on va rester en prison pour longtemps. Nous n'avons pas des parents qui pourront supporter les frais d'avocat. Ah oui. Quelque temps après, on les emmène au tribunal. Ils arrivent au tribunal, ils demandent, ils voient les avocats, ils disent, mais qui paye les avocats? Le Fonds africain de Denis Sassou Nguesso, lorsqu'il était à la tête de l'OUA. Voilà pourquoi Thabo Mbeki est en train de construire une bibliothèque en Afrique du Sud dans laquelle on fera figurer les documents, les films, les écrits, les discours de tous les dignes fils et filles d'Afrique qui ont participé à la lutte contre le colonialisme et surtout à la lutte contre la fin de l'apartheid. Et Denis Sassou Nguesso figure parmi les personnes qui ont été retenues. Donc pour l'éternité, il aura dans cette bibliothèque un rayon qui lui sera consacré. En tout cas, l'histoire retiendra que Denis Sassou Nguesso, justement, a souvent eu rendez-vous avec l'histoire, notamment sur l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Voilà, donc nous sommes en train de parler de cet ouvrage, justement de l'entretien donné par le président de la République. Cet ouvrage, c'est donc Mes souvenirs pour l'avenir. Et l'avenir est presque décrit dans cet entretien. Aussi, nous avons épinglé un petit point, c'est celui de l'initiation. Le président parle de son enfance. Il reconnaît avoir été initié dès l'âge, je crois, de 5 à 6 ans. Et là-dessus, il parle à la fois de l'initiation traditionnelle, mais aussi de cette société secrète, on va le dire, qui est la franc-maçonnerie. Alors, ma question, monsieur le ministre, êtes-vous un initié? Ah ben, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais je sais au moins que j'ai rencontré mon grand-père. À Angway, dans les tréfonds de Gambouma. J'ai rencontré mon grand-père. Était-ce une initiation? Je n'en sais rien. Je pense que s'il y a eu la transmission des valeurs que peut-être vous avez gardées aujourd'hui. Oui, la transmission des valeurs, c'est important quand il parle justement du fait que dans nos traditions, les portes des maisons n'étaient pas fermées. À Angway, quand on s'y rendait avec mon père, j'ai 7 ans, bon, ça peut paraître surréaliste, hein, ou avant de nous endormir. Bon, c'était 19h, on s'endormait dans les cases, et puis parfois vous entendez une voix dans la plaine, tard la nuit. Yeah, Mnziomba et toi, yeah, Mnziomba et toi. Bon, on vous dit, ah non, 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 ce sont des esprits, ce sont des diables. Comment ça? Alors tu trembles. Et après, bon, vous entendez votre grand-père, voilà, qui sort, qui se met au centre du village, qui dit, bon, moi, passez votre chemin, voilà, mes petits-enfants sont ici, etc. Bon, est-ce que c'était vrai ou pas? Je n'en sais rien. Mais par contre, revenons un peu en arrière sur, justement, la construction démocratique, vu les défis que nous devons relever, votre génération devra relever. Oui. La démocratie telle qu'elle est vécue en Occident, de manière binaire, c'est-à-dire, vous voyez bien, quand le président Macron dit quelque chose, automatiquement, Mélenchon est contre, Marine Le Pen est contre. Il y a une espèce de guerre civile, j'allais dire, psychologique. Alors, c'est comme si la démocratie, c'est être systématiquement contre ce que votre adversaire politique a comme point de vue. Or, dans la culture africaine,
il y a toujours un moment de consensus. Dans la manière dont nos traditions, comment dirais-je, Le Mbongi, le Kanza, nos traditions Soulaba Palabre. géraient, régentaient, même s'il y avait un chef de village, mais ce chef de village prenait les points de vue de tout le monde. Et il y a toujours un moment de consensus. Kanza, Mbongi, et c'est en cela que l'existence du Conseil national du dialogue, sa constitutionnalisation, trouve sa justification, trouve ses racines dans cette culture traditionnelle ancestrale. Et il y a pas longtemps, j'ai travaillé avec Martin Berry au Conseil national du dialogue, mais je vais vous dire que, appartenant à un cercle de réflexion en France, qui travaille sur les relations, comment améliorer les relations entre la France et l'Afrique, nous avons des colloques annuels, et ces différents colloques, les conclusions sont envoyées au Quai d'Orsay. Comprenez? Donc quand j'ai eu cette position, j'ai été appelé au Quai d'Orsay. Et au Quai d'Orsay, j'ai expliqué pourquoi nous avions créé ce Conseil national de dialogue et pourquoi on l'a constitutionnalisé. On a considéré que c'était une innovation constitutionnelle qui pouvait être, pour avoir un effet de contagion vers d'autres pays africains. Pourquoi? Mais parce que la France se sent responsable du fait qu'elle nous a poussés à cette division-là. Non, elle nous a poussés à la boule à faire la démocratie. Et comme dans les grands pays, à un moment donné, on fait un bilan, on se rend compte que finalement, on a déclenché un processus démocratique en Afrique, mais partout, il n'y a eu que des crises, des guerres civiles, des destructions, et une espèce de recul de la qualité de la vie, en dépit des richesses que ces pays possèdent. Une reconstitution de comment est-ce qu'on devrait mener la politique en Afrique. Exact. Au-delà des idées reçues de l'Occident. Et donc, depuis le discours de la Baule et la démocratisation, tous les pays africains sont passés par des troubles, sauf le Sénégal et le Bénin. Le Bénin qui nous a rattrapés à un moment donné, si j'ose dire. Et donc, à partir de là, donc ce Conseil national de dialogue, effectivement, est une bonne chose, mais qui n'existe pas, si vous voulez, dans la culture politique centenaire, tricentenaire française depuis la Révolution, les sans-culottes, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça s'appuie sur nos traditions. Tentons de parler avant, définissons les points de friction, de contradiction, trouvons des solutions, au lieu de se battre, de détruire, de s'autodétruire, et ensuite nous asseoir et parler. Donc, ça veut dire que, sans avoir des avis tranchés, mais je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir une capacité de production d'idées, une capacité de réflexion. En Afrique aujourd'hui, il existe quand même des citoyens africains qui, dans la manière dont ils ont été construits, formés, leur façon de voir le monde, ne se sentent pas différents de ceux qui vivent à Acapulco, à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Bonn, à Berlin et à Washington, dans la manière dont aujourd'hui les gens sont éduqués. C'est en cela qu'il dit que les nouvelles générations veulent une réflexion beaucoup plus profonde, sérieuse avec la France pour pouvoir changer nos relations en soulignant que la France et l'Europe, de par l'histoire, la tradition, la proximité humaine et géographique, a plutôt des atouts. Mais, à mon humble avis, une fois de plus, je pense que cette réflexion va maintenant porter sur comment construire cette nouvelle relation. Mais en s'appuyant sur l'économie. J'ai participé à là je vais finir par là, j'ai participé à une visioconférence organisée par le ministre de l'Industrie du Maroc, après la crise du Covid, où on sent que les chaînes de valeur que l'on devait développer quasiment sur toute la planète, etc., a montré justement des limites, notamment la Chine. Donc, par rapport au fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce de volonté de régionaliser les économies, de relocaliser les économies, eh bien, nous pouvions, avec l'Europe, le Maroc, l'Afrique, créer un nouvel écosystème qui pourrait permettre une espèce de co-développement, c'est-à-dire des investisseurs européens viendraient en Afrique investir, mais pour transformer
nos ressources naturelles sur place, mais avec des entrepreneurs africains, dans une essai de co-développement. Enfin, ça sont des pistes sur lesquelles on peut revenir par la suite. Il y a un autre fait d'actualité qu'il faut épingler, c'est le sentiment anti-français. Oui. Je pense que le président a également émis son avis là-dessus. Oui. Est-ce que vous partagez cet avis? Le sentiment anti-français, oui, c'est lorsqu'on regarde l'histoire, lorsque on regarde les relations entre la France et nos pays, et n'ont pas été parfaites. Le président, lui, dit que c'est plus des effets de médias, au fait. C'est les médias qui semblent parler de ce sentiment anti-français. Mais dans le fond, l'Africain aime le français. Nous faisons partie de l'histoire française. Et je vais même risquer une petite boutade. La France a un besoin d'Afrique. Mais ce besoin d'Afrique ne doit pas se faire au détriment des nouvelles générations africaines. Voilà pourquoi, le président Macron, qui est très jeune, a fait cette rencontre de la jeunesse africaine à Paris. Le président dit qu'il n'a pas tellement aimé le format, mais c'est une question d'époque. Hein. Ah oui. Voilà, Macron est d'une certaine époque, le président est d'une autre époque. Mais il va falloir à ce moment-là, je crois, partir sur des bases et des faits réels. Comment faire en sorte que les entreprises françaises qui ont des intérêts sur notre continent arrivent plus ou moins à changer le paradigme de la coopération économique sur le continent. Vous voyez, Areva au Niger exploite l'uranium. Qu'est-ce qui revient à l'État nigérien? Que bénéficie la jeunesse nigériane? Vous savez, moi j'estime que tous ces jeunes Africains qui quittent le continent, qui traversent le Sahara, dans une transhumance humaine qui est quasiment biblique, qui se retrouvent torturés en Libye, qui traversent de leur vie. Mais je considère que ce sont les meilleurs qui quittent le continent. Parce que pour moi, la première qualité d'un homme, au-delà de tout ce que vous voulez, c'est d'abord le courage. Le courage de faire face, le courage d'affronter, le courage d'aller vers l'inconnu. Et ces jeunes-là, ce sont les meilleurs. C'est la sève de notre continent qui s'en va. Alors pourquoi s'en va-t-elle? Nous connaissons la réponse. Et donc, pour qu'on puisse les fixer, eh bien, les industries minières françaises, européennes qui se trouvent sur le continent doivent voir comment faire en sorte que derrière ces filières industrielles qu'on exploite, comment créer une réelle économie. Au lieu que cette chaîne de valeur soit développée à l'extérieur. Je fais un parallèle. Avec encore le ministre des zones économiques spéciales sur votre intervention. Maintenant, un peu retenu par le temps. Juste un parallèle. Vous voyez, aujourd'hui, on parle des voitures électriques, ainsi de suite. Mais le lithium, il se trouve où? En RDC. Mais pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas maintenant développer une industrie automobile en RDC? Pourquoi on veut enfermer la RDC comme pays exportateur de lithium? On pourra peut-être revenir là-dessus. Une autre fois. Une autre fois, justement. L'évolution du monde et la place de l'Afrique, c'est plus ou moins les opinions dégagées par le président Denis Sassou Nguesso dans cet entretien. En tout cas, bonne suite de programme. Nous étions avec l'ancien ministre, Alain Akwala Atipot. Merci d'être passé. Non, merci de m'avoir reçu. Cette émission, de manière exceptionnelle, je l'ai dédie à ma mère, Bilimolo Valentine, ainsi qu'à ma fille, parce que nous sommes le 21 janvier et c'est le jour de naissance de votre humble serviteur. Merci.